Bienvenue dans Ils sont l'avenir de Nice, le premier podcast à vous faire découvrir l'histoire inspirante de ces commerçants et entrepreneurs qui façonnent notre quartier et le business de demain. Chaque semaine, Christophe Brémard part à la rencontre de ces Niçoises et Niçois passionnés et nous plonge dans leur univers. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Ils sont l'avenir de Nice. Aujourd'hui, nous allons parler de vitesse, d'excellence, de performance et de dépassement de soi. Et j'ai le plaisir d'accueillir Marc-Olivier Rinaldi, fondateur de Black Goose, la montre niçoise, et Michel Didier, le seul Français à s'être frotté à la NASCAR américaine. Bienvenue, merci d'être parmi nous. Merci, bonjour. Bonjour Christophe, merci. Marc-Olivier, tu as un parcours atypique, tu es passé par l'EDEC, tout en haut de la France, bien loin de Nice, par une école de Paris Design, également sur l'école Franks Barreau, et il y a 9 ans, tu as lancé Black Goose. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours ? C'est assez bien résumé sur le principe, c'est un parcours assez éclectique, mais toujours en lien avec l'automobile. Ce que j'ai fait, c'est du commerce, avec une école de commerce, un l'EDEC à Nice, je tiens à préciser, pas à Lille, pas grave, c'est pour ça aussi que je suis ici. Une école de commerce pour apprendre vraiment à fabriquer, à apprendre le business, l'entreprise, comment ça marche. Mais voilà, moi j'avais une seule passion, ça a été le design, donc je suis parti en école de design à Paris, le Strat College en design automobile, qui a été vraiment ma première et grande passion et qui le sera toujours, et qu'après j'ai été continuer chez Franks Barreau à fabriquer et à apprendre à passer à l'atelier, et pas juste faire des dessins, mais à dire maintenant on peut fabriquer les choses. Voilà. Et c'était quoi le déclic ? Le déclic pour le design ou pour les montres ? Pour les montres. Le déclic pour les montres, c'est globalement... Pas pour la charcuterie. Ouais, mais on sait jamais. Fondamentalement, les montres, pour moi, c'est l'évolution de la voiture. Une montre, c'est une petite voiture au poignet, pas plus, pas moins. Bien sûr, des fois, on peut s'en éloigner un peu, c'est pas que sur la voiture, mais c'est comme ça que moi je l'interprète. C'est un objet transitionnel qu'on va y mettre autre chose, et j'y mets les mêmes valeurs, en tout cas le même amour que j'y mettrais dans la voiture. Et j'avais postulé dans une marque américaine que je ne citerai pas, qui fait des Porsche très jolis, qui maintenant fait des montres aussi. Et on avait discuté ensemble avec le fondateur, et pourquoi pas faire des montres. Chemin faisant, l'idée m'est venue, je me suis dit pourquoi pas je ferais pas mes propres montres, et 9 ans plus tard, je suis toujours là. Bien sûr. D'où effectivement le lien donc, avec Michel, le seul pilote français à s'être aventuré dans le monde ultra compétitif de la NASCAR, qui est une icône aujourd'hui niçoise. On parle souvent de ta détermination, de ta passion, et comment est-ce que l'on passe des rues de Nice à l'ovale des pistes américaines ? Alors, comme on dit en anglais, how to make a long story short, ou short story long. Mon amour pour, déjà, j'avais beaucoup d'intérêt pour les États-Unis. J'ai toujours rêvé de ce pays quand j'étais gamin. Je regardais les films de cow-boys et des Indiens, et ça m'a toujours passionné. Et puis, en même temps, mon rêve d'être pilote automobile professionnel. Je pense que je l'ai depuis que je suis né, puisque dès l'âge de 3 à 4 ans, je montais déjà sur les genoux de mon papa pour conduire sa voiture dans des routes un peu fermées, on va dire. J'espère que la gendarmerie va pas m'appeler aujourd'hui. Et puis la NASCAR, j'ai découvert ça un peu par hasard. Alors que je courais en championnat de France et championnat d'Europe, en monoplace et GT. Et voilà, j'avais la volonté de découvrir peut-être la Formule 1 américaine, l'IndyCar. Et de là, j'ai découvert la NASCAR et ça m'a vraiment passionné. Je me suis dit, tiens, c'est un championnat qui a l'air vraiment cool. Il n'y avait aucun pilote étranger à cette époque. On est aujourd'hui que 3 pilotes étrangers. Il y a un Mexicain, un Australien et un Français. En même temps, un Niçois aussi. Et là, on m'a vraiment pris pour un fou parce qu'il n'y avait aucun pilote français. Le dernier pilote français qui avait couru en NASCAR, c'était Claude Ballolena en 1979. Voilà, il y a eu aussi Joe Schlesser, l'oncle de Jean-Louis Schlesser, un pilote que sûrement beaucoup de gens connaissent ici, qui a fait un peu de Formule 1, de l'endurance et le Paris-Dakar. Voilà, et depuis 1979, aucun pilote français ne s'y était attaqué. Donc on m'a vraiment pris pour un dingue, mais je me suis accroché à mon rêve et puis j'ai commencé simplement à contacter des dirigeants de la NASCAR, des organisateurs, en disant voilà, j'ai envie de le faire, qu'est-ce que vous en pensez ? Et autant en Europe on me disait mais tu es fou, tu n'auras aucun accès à ce sport, et aux États-Unis par contre j'ai senti qu'il y avait un réel intérêt pour avoir un pilote différent, étranger, français. Et là, ils m'ont ouvert les portes et ils m'ont invité sur une course en 2003.
Et là, j'ai vraiment eu un coup de foudre pour les gens, la convivialité du sport, le public. On est vraiment ouvert avec les gens. Le public peut venir dans les paddocks, peut voir les voitures de près, rencontrer les pilotes, ce qui devient un peu difficile en Formule 1, oui, on voit voire ça, presque impossible. Et c'est ça qui m'a vraiment convaincu que c'était là où je voulais trouver ma place. Donc le monde de l'automobile, le monde de l'horlogerie, il y a des liens historiques sur le sujet. Bien sûr. Et aujourd'hui, donc comment est-ce qu'effectivement Black Goose et Michel Didier ont pu se retrouver entre la création et le fait de porter effectivement cette montre que je vois à ton poignet, qui est magnifique, sur l'ensemble effectivement des courses. Pourquoi ce partenariat et qu'est-ce que ça vous apporte à l'un et à l'autre? Si je peux répondre en premier, après je laisserai Marc-Olivier répondre. Je pense qu'on est deux gars passionnés. Par ce qu'on fait, on aime l'excellence, on aime aussi la précision. De toute façon, c'est sûr que les marques de montres se sont toujours associées avec l'aventure, avec les sports mécaniques. Moi, j'ai couru 3 fois à Daytona, donc je ne vais pas dire qui représente cette marque de Daytona, mais c'est quelque chose. Voilà, il y a toujours eu un lien très fort entre les fabricants de montres. Marc-Olivier, il a une démarche vraiment qui m'a vraiment plu. Comme je l'ai dit, c'est un passionné, c'est quelqu'un qui est vraiment sur le détail. Et c'est devenu naturel qu'on fasse quelque chose ensemble et qu'on réalise cette montre. En plus, ils m'ont fait le plaisir de la faire juste avant ma course à Miami en NASCAR que j'ai fait il y a 2 mois. Donc j'ai pu la porter et c'est la première fois que je porte une montre en courant parce que d'habitude j'enlève toujours tout ce que je peux avoir sur moi. Et là, je l'ai oublié, donc j'ai couru avec. Donc cette montre a roulé à plus de 350 km/h, et elle marche toujours très bien. Donc c'est un gage de qualité, bonne nouvelle. je pense. Voilà. Donc voilà, c'est notre réunion, enfin notre collaboration s'est faite grâce à nos passions communes et puis j'ai envie de porter cette marque et de l'amener très très loin. Voilà. Si je veux donner la parole à Marc-Olivier. Merci. Non, mais tu as très bien résumé une chose, c'est que dans le fond, je pense qu'on partage surtout des valeurs. Et quand tu as dit l'aventure, ça m'a tout de suite résonné en disant, on a la même vision, peut-être pas de la même manière, parce que toi c'est dans la voiture, dans la course, moi ça va être comment retranscrire cette même énergie, mais dans un cadran. Et ça peut paraître bête comme ça de se dire, faire une montre. Non, c'est pas juste de prendre une couleur, de faire un objet. On doit capter l'essence ou les valeurs de quelqu'un ou de quelque chose et le retranscrire dans 30 mm. Ça paraît tout bête, mais je vous promets qu'en fait, c'est super passionnant à faire. Et quand on rencontre des gens et qu'on arrive à matcher sur un point de vue personnel en disant on partage les mêmes choses, les mêmes passions, les mêmes envies, c'est fluide. Et en fin de compte, on se retrouve, on était justement à la rade classique, organisée par l'Automobile Club de Nice, et ça a tout de suite matché. On s'est dit, mais attends, t'es là, viens, on va se prendre un café, on va discuter. Moi, j'aime ça comme voiture. Moi, tout de suite, ça a matché. Et en fait, on s'est pas retrouvé par hasard. Et ça se ressent, j'espère. Donc l'atelier de Black Goose, il est en plein cœur de Nice, rue Geoffredo, mais cet atelier, là où tu conçois effectivement ces montres, Black Goose, c'est bien plus qu'un atelier. Tu le conçois comme un concept store pour Gentleman Driver. On rejoint cette idée du club automobile? Il y a un petit peu de ça. Le but, c'est de se dire aujourd'hui, je pense que vraiment la grande différence entre un vrai magasin en dur et Internet, ça va permettre d'acheter des choses, c'est juste de la vente. Là, on essaie d'apporter quelque chose. On apporte une émotion, on va apporter un moment, et ce moment-là, on ne pourra jamais l'avoir hors d'Internet. On ne pourra jamais l'avoir si on n'est pas en vrai avec les gens. Et dans justement moi j'appelle ça un atelier boutique, un concept store, ça dépend sur quel sujet je veux l'axer. Fondamentalement, c'est de se dire, on ne vient pas là pour acheter une montre, il y a plein de magasins pour ça. Là, on essaye de trouver un moment, on essaye de trouver une rencontre. Généralement, en plus, on y passe un moment. Les gens, généralement, ils rentrent, ils y restent minimum une demi-heure. Et je pense que c'est là le but. On est là pour partager quelque chose, et cette chose qu'on partage, ça n'a pas de prix. Donc voilà, c'est plus qu'un concept store, même j'ai envie de dire, c'est un peu comme vous disiez très bien, le club. Il y a ce côté, ceux qui rentrent, ils savent pourquoi ils rentrent. Ils ne sont pas perdus, ils disent, tiens, j'ai vu qu'il y avait des montres ou des voitures, je ne sais pas très bien ce qu'il y a. Ils comprennent l'âme du magasin, l'âme de ce que c'est être un gentleman driver, et ça leur plaît. Moi, je peux qu'inviter nos auditeurs effectivement à pousser à la porte de ton atelier et de ce Gentleman Driver Club, qui est donc situé rue Geoffredo Nice, et Pro Driver, bien entendu. Oui. Il y a les deux. C'est vraiment un univers particulier et dans lequel on se sent tout de suite bien dès qu'on a poussé. Et c'est vrai que si on aime les voitures, si on aime les montres, on est tout de suite dans son élément. Michel, tu es un fantastique ambassadeur de la ville de Nice dans le monde et à l'international. Est-ce que pour toi, ça a une importance particulière d'avoir effectivement une montre Black Goose au poignet? Est-ce que ça te renforce effectivement cette identité que tu peux avoir par rapport à Nice?
C'est vrai que j'ai d'abord une fierté de représenter la France à l'étranger, aux États-Unis. On se rend compte quand on est présent aux États-Unis à quel point les Américains adorent la France, adorent la culture française, que ce soit l'art, le design, les montres, la gastronomie. Donc forcément, c'est un atout d'être présent en tant que Français aux États-Unis et de représenter des marques comme celle de Marc Olivier et de Black Goose. Moi, dans mon aventure, j'ai aussi eu envie d'amener des marques françaises, des marques européennes et de les représenter parce que j'en suis fier et je sais qu'on a un vrai atout en France notamment sur cette culture-là. Donc bien sûr, je suis très heureux d'avoir Black Goose et comme l'a dit Marc Olivier, comme j'ai pu le dire, c'est une rencontre de deux gars passionnés. On a des atomes crochus et ça on l'a tout de suite compris. On a envie de se porter l'un l'autre et c'est une marque en plus niçoise. Moi je suis né à Nice, père niçois. Donc c'est vrai que c'est génial d'avoir des marques comme ça à Nice et qui se développent à l'international. Et donc je suis très heureux de cette collaboration et puis on va la porter très loin comme j'ai dit déjà tout à l'heure, mais il n'y a pas de raison que ça n'aille pas très 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 haut tout ça. Donc Marc-Olivier, tu es au poignet d'un certain nombre aujourd'hui de pilotes internationaux. Oui. On a évoqué effectivement le sujet de l'implantation à l'international, de la reconnaissance effectivement de Black Goose sur la scène internationale et mondiale. Quelles sont aujourd'hui tes ambitions sur le sujet? Le but n'est pas d'être au poignet de tout le monde. Ça, c'est quelque chose en échange que j'aimerais bien garder. Je ne vais pas dire un aspect confidentiel. Je vais plutôt dire je sélectionne les gens avec qui je travaille. Et ça, c'est quelque chose que j'adore. C'est un petit luxe que je peux me permettre, c'est de me dire mon but n'est pas de vendre un maximum de monde partout sur Terre, loin de là. Mais en échange, je vais garder que des personnes avec qui justement on partage cette même vision et ces mêmes valeurs. Ça, c'est le principal. Après, là, il y a plein d'axes en ce moment qu'il faut qu'on développe. On va développer aussi pas mal les États-Unis. D'autres développements encore à l'étranger, parce qu'on est vraiment une marque depuis 9 ans, on développe partout. Je pense qu'on a vendu aujourd'hui sur tous les continents. Je ne peux pas dire tous les pays, ça serait mentir. Pas encore sur Mars, mais ça arrive bientôt. Mais rigole pas, il y a eu des montres faites pour Mars, mais c'est pas par moi pour le coup. Non, mais pourquoi pas? Tu sais, autant faire un truc rigolo. Moi, je suis au contraire, je trouve ça beaucoup plus drôle de développer un truc qui, je vais pas dire qu'il n'a pas de sens, il y en a, mais quelque chose qui prend un axe différent de dire je vais faire la montre comme tout le monde, faire plaisir à tout le monde. Ça, je m'en moque. Je pense qu'il y a beaucoup plus drôle à faire. On peut trouver des axes différents. On a un astronaute français. Oui, mais alors il n'ira pas sur Mars forcément, lui. Mais c'est pas grave. Ah, c'est pas sûr. Mais non, en tout cas, voilà, des axes de développement. Déjà, garder l'implantation à Nice, ça c'est normal. C'est le flagship store, c'est l'endroit où les gens viennent, c'est l'atelier, c'est l'endroit où les gens viennent se retrouver. Et après, développer d'autres pays. Je disais peut-être pas les États-Unis, ça tombe bien, hein, il est là-bas. J'en partie du temps. Donc pourquoi pas, c'est vraiment un axe de développement important. Aujourd'hui, tu es un artisan d'art, tu crées effectivement des montres qui peuvent aller à plus de 300 km/h, qui éventuellement peuvent aller jusqu'à Mars. On ne l'a pas encore testé, mais qui peuvent aller jusqu'à Mars. Comment est-ce qu'on peut passer d'une logique artisanale à une logique un peu plus industrielle? Parce que derrière, effectivement, tu n'as que 2 mains et tu ne vas pas pouvoir développer. Est-ce que tu peux développer? Comment est-ce que tu as déjà pensé à ces sujets-là? Avec le temps, j'ai commencé déjà à déléguer, ce qui a été très dur pour moi, étant donné que j'ai... Parce que tu as commencé tout seul, hein? Je suis resté très 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 longtemps tout seul. Hein, sur 9 ans, je ne vais pas dire 8 et demi, mais 8 ans, mais je le pense très fort. Non, apprendre à déléguer, à trouver des personnes complémentaires qui peuvent m'aider à continuer soit ce que je fais, soit à m'aider à aller un peu plus loin sur d'autres aspects, que ce soit technique ou qui soit même dans l'entreprise, parce que l'entreprise, c'est un aspect important. Et donc, non, techniquement, comment passer à l'étape d'après? Je passe de moins en moins de temps sur Besançon et la Suisse, je passe de plus en plus de temps. Nous, le résultat de notre stratégie, c'est d'internaliser et de fabriquer un maximum de composants nous-mêmes. C'est un peu notre stratégie. C'est pas la plus logique pour faire de la grande quantité, mais ça nous permet de, honnêtement, réussir à être presque autonome sur tout. Et aujourd'hui, vous êtes à peu près sur quel volume de vente en termes de nombre de montres? Alors, ça, je ne le dirai pas. D'accord. En échange, je peux dire un chiffre dont je pense que je suis assez fier, c'est de dire qu'en nombre de montres sur mesure personnalisées ou de création, je pense qu'on doit être parmi ceux qui en font le plus en France. Parce que c'est facile de fabriquer un nombre de montres à la suite, à la chaîne, en appuyant sur une machine. Maintenant, si je dis qu'on fait une montre sur mesure et qu'on en fait 50 par an de création de A à Z, ouais, ça on le fait bien. Et ça, c'est plus compliqué. C'est vrai qu'il y a une logique d'hyper-personnalisation chez vous, avec cette logique effectivement sur mesure, qui est absolument fabuleuse, quoi.
Donc, Moi, j'appelle ça presque de l'art, en fait. Ouais. Là, l'exemple de la montre de Michel, c'est l'exemple parfait. C'est-à-dire que il faut savoir que Michel a aussi fait la Villa Arson, donc Michel a vraiment une âme d'artiste. D'accord. C'est pour ça aussi qu'il fait toujours des hard cars, qu'il travaille avec d'autres artistes, Mr. Brainwash, où tu as vraiment un lien avec l'automobile et l'art très important. Là, le but était de faire une sculpture. C'est-à-dire que sa montre, c'est une sculpture. On a passé une journée entière à sculpter le cadran. C'est tout fait à la main. Ça prend du temps, ça met beaucoup d'heures pour se faire. Ce mec est un fou. Mais t'es pas si mal non plus. Mais un génie fou. Merci. Et c'est chaque projet, chaque concept aura une méthode qui sera en lien avec la personne. Je vais pas faire la même montre pour quelqu'un d'autre qui sera beaucoup plus calme, beaucoup plus rangé. Il cherchera quelque chose de parfait, lissé. Je vais faire une autre technique, je vais faire autre chose. Là, il fallait quelque chose un peu plus Pepsi. Donc la montre, elle est quand même rose fluo. Il faut se mettre dans le contexte. Il a une montre rose fluo au poignet. Et ça passe. Parce que ça lui correspond. C'est aussi aux couleurs de Miami. Ben justement, cette montre passe parce que ça correspond à ta course à Miami, ça correspond à plein de choses. Mais pas tout le monde aurait pu porter ça. Et pas tout le monde aurait voulu porter ça tout court. Mais en fin de compte, quand tu l'as, ça marche. Bien sûr. Ouais. Donc vous êtes deux parfaits exemples d'entrepreneurs qui effectivement sont allés au bout de leur passion automobile, passion de la montre. C'est vrai qu'aujourd'hui dire je vais devenir créateur de montres et je vais avoir ma propre marque de montre, il y a un côté un peu fou quand même. Partir aux États-Unis en disant je vais être dans la NASCAR, c'est pareil, c'est un côté un petit peu fou. On est des fous rêveurs travailleurs. Le travail, ça n'empêche. Mais il y a quand même un brin de folie au départ parce que c'est pas des parcours qui sont préétablis d'avance. C'est surtout ça le vrai sujet. C'est-à-dire qu'il faut aller vraiment au-delà. Il faut aller chercher des ressources particulières pour aller là où vous êtes allé chercher. Vous êtes vraiment dépassé dans votre approche. Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui des jeunes niçois qui veulent entreprendre, qui ont des rêves et voilà, qu'est-ce que vous pourriez effectivement leur donner comme conseil? Très bonne question. Moi déjà, de suivre son intuition. Voilà, moi j'ai toujours suivi mon intuition. Je me suis renseigné aussi, j'ai écouté des gens, mais au final, je tranchais toujours. Et c'est mon intuition qui me poussait, qui me faisait prendre la décision finale. Donc ce que je peux dire aux jeunes, c'est vraiment d'écouter leur intuition, de s'enrichir des autres, d'apprendre bien sûr, mais in fine, c'est eux qui vont prendre leurs décisions, c'est eux qui vont aller là où ils ont envie d'aller. Et de pas trop se laisser aussi polluer par ceux qui ont peur qu'ils réalisent leurs rêves, parce que ça, je pense que Marc-Olivier, comme moi-même, on en a eu pas mal. Et plus les rêves sont fous, et plus effectivement il y a des détracteurs. Exactement. Et en plus, quand on commence à réaliser nos rêves, ceux qui étaient nos plus gros détracteurs commencent à être encore plus jaloux parce que ils ont du mal à reconnaître, entre guillemets, le fait qu'ils se soient trompés. Donc c'est assez rigolo. Mais voilà, je pense que la passion, l'énergie, l'intuition, c'est vraiment les bases, et le travail, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de travail derrière nos aventures. Il ne faut pas l'oublier. Donc, je pense que ça peut réunir cela pour que les jeunes puissent aller de l'avant. Moi, j'irais compléter un petit peu en disant qu'aujourd'hui, il faut faire. Parce qu'on peut tous prendre un papier ou rester sur l'ordinateur, conceptualiser, on reste dans l'abstrait. En fait, tant qu'on n'a pas passé le cap de dire il faut faire, on ne sait pas. Et il y a autant de raisons que ça réussisse pas tant qu'on l'a pas fait. Et je pense qu'en plus sur la côte, on a des universités, des écoles, des formations, on a tout. Si on veut vraiment faire quelque chose, l'huile d'olive. On veut vraiment faire quelque chose, on peut. On veut être pilote, ouais, on peut très bien trouver des gens qui vont nous former, nous ci, nous ça, on peut. On veut faire des montres, il y a une école horlogère, il y a des gens, on peut prendre un stage, on peut. Si on a une idée, il faut la lancer. La région est assez belle pour qu'on ait plus envie d'y rester, c'est pas si mal. Il faut juste faire, il faut juste un jour se dire, est-ce que je peux me permettre de me lancer parce que j'en ai envie et parce que j'y crois assez pour me dire j'y vais, quoi que ça coûte, parce que dans le fond, ça coûtera du temps, de l'énergie, de la vie, un peu tout. C'est génial, mais c'est ça aussi le passion. Et l'entrepreneuriat, c'est génial, mais c'est pas le parcours le plus facile. C'est même, j'ai envie de dire, un projet de vie. Hein. C'est un choix. Mais si on est sûr de son choix, il faut juste y aller. Il n'y a pas de frein. Suivre son intuition. Oui. Et travailler comme un fou. Arrête, les gens ils pensent qu'on est des passionnés. Vu qu'on est tellement passionnés, ils pensent qu'on travaille pas. Et il ne faut pas dire ça. Oui, non, mais c'est ce que je dis. Il faut travailler comme un fou. Il faut travailler énormément. Après, des passionnés pour durer, il faut effectivement beaucoup de travail, il faut beaucoup de rigueur. Et je connais pas beaucoup d'entrepreneurs ou de sportifs de haut niveau qui durent dans le temps, qui sont pas effectivement travailleurs et passionnés. C'est ça. Il y a un moment, c'est notre essence, quoi. Oui, et puis il y a l'aspect aussi physique, sportif. Peut-être que j'ai pas eu trop le temps d'en parler, mais nous on a l'aspect marketing, communication, course,
mais aussi à côté l'aspect entraînement. Moi j'ai un préparateur physique qui s'appelle Greg Muel qui habite à Nice et qui me suit depuis plus de 10 ans, et grâce à lui je suis toujours là, je suis toujours en forme, et ça c'est aussi une partie de la journée qu'il ne faut pas oublier, qu'un sportif de haut niveau il doit s'entraîner en plus du travail à côté, donc ça fait beaucoup de choses et les journées sont bien remplies. Tout comme l'entrepreneur qui a aussi préparé un certain nombre de choses avant de pouvoir effectivement les commercialiser. Bien sûr. Être entrepreneur, je pense que c'est aussi physiquement quelque chose de fort. Il faut aussi être préparé à ça. Le sport est très important de toute façon dans n'importe quel job. Si vous ne faites pas un peu de sport, un peu de running, un peu de préparation physique, vous ne tiendrez pas sur le volume. En plus, en étant chef d'entreprise, alors c'est encore pire. Il faut vraiment être préparé, et le sport est très important dans n'importe quelle activité. Donc la clé du succès, c'est d'avoir des rêves et d'aller jusqu'au bout, d'être niçois parce qu'on a un écosystème de rêves, et de faire du sport pour garder des corps d'athlète, quoi. C'est pas si mal, ouais, non, c'est exactement ça. Ok, est-ce que vous voudriez rajouter juste un dernier mot à nos auditeurs? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez leur dire en particulier? On est en train de faire une montre avec Michel. On n'est pas en stage de com comme à la télé où ils sont en train de vendre leurs produits, mais c'est vrai. Et en fait, on est en train de faire une petite réédition de la montre qu'il avait fait justement à Miami, la fameuse rose fluo, qui est très belle. Voilà, et qui en fait, c'est une édition très limitée qu'on va faire parce qu'elle a plu. Elle était tellement originale et unique, on s'est dit, on va en faire quelque chose. En fait, dans les magasins à Miami, sur les courses, sur la course, tout le monde m'arrêtait en me disant, on adore ta montre, aussi bien les Américains que quand je suis en France. Donc on s'est dit il faut partager ça avec des passionnés aussi, et puis on s'est dit on va faire une série limitée de 50 pièces pour faire plaisir aussi à tous ces gens qui l'ont réclamé et qui l'ont trouvée belle. Je ne voulais pas la garder que pour moi, même si celle-là je l'adore, mais on avait envie aussi de partager cela avec d'autres personnes, et c'est pour ça qu'on a lancé cette série. Et elle sera très belle. Et elle est très belle déjà. Merci pour votre sourire, merci pour ce partage et ce moment d'échange. Je ne peux qu'inviter nos auditeurs à se rendre dans l'atelier Black Goose qui se tient donc sur la rue Giuffredo en plein cœur de Nice pour découvrir effectivement Marc-Olivier et son univers si particulier de gentleman driver. Et puis écoutez, je vous remercie pour votre écoute. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour des histoires encore et toujours plus inspirantes de Niçois. Et je vous invite également à consommer local, à consommer en bas de chez vous, à côté de chez vous, et surtout à consommer niçois. Et là, on a aujourd'hui eu un bel exemple de montre niçoise que vous pouvez consommer sans aucune modération. Merci et à la semaine prochaine. Merci Christophe. Merci.